Si l'on remonte le fil des films de vampires, on en arrive aux origines du cinéma, ou presque. Grand personnage de la littérature du 19e siècle, ancré dans l'imaginaire collectif grâce au Dracula de Bram Stoker, la figure du vampire va très vite s'incarner sur grand écran. Replongeons donc dans l'histoire du 7e art, avec comme point de référence Nosferatu, datant de 1922, et Vampire de 1933. Car entre ces deux dates, le cinéma a largement évolué. Et si les bases de ce langage artistique nouveau furent posées dans les années 10, les années 20, elles, furent celles de toutes les expérimentations. La Première Guerre mondiale est un tournant dans la création. Alors que les énormes productions américaines ou italiennes dominent, que le slapstick enchante le public, de nouvelles idées de ce qu'est le cinéma vont naître, en Allemagne notamment. Michel Lebris, dans son monumental Kong, qui retrace la vie des créateurs de King Kong, Meriam Cooper et Ernest Schoedsack, synthétise bien les troubles de la période. La guerre avait tout changé, les conventions romanesques du temps jadis leur paraissaient insupportables. La fiction s'était comme épuisée d'un coup dans le gouffre noir de la guerre. Rien ne pouvait aller plus comme avant. Une autre littérature, un autre cinéma allait naître à coup sûr. De nouvelles fictions, chez Pathé, Schoedsack avait visionné quelques films, tous allemands, faits d'ombre et de lumière, de perspectives faussées à l'atmosphère de cauchemar. Le cabinet du docteur Caligari, le Golem, Nosferatu, cela ne disait-il pas, à travers leur fantasmagorie, quelque chose de plus vrai que les comédies ordinaires? Au début des années 20, le courant expressionniste venant de la peinture infuse peu à peu le 7e art par le biais de réalisateurs comme Robert Wiene, Fritz Lang, Paul Leni, Paul Wegener ou Friedrich Murnau. Ces cinéastes ont des visions forcément hétéroclites, mais se rejoignent sur l'essentiel. Des récits à la tonalité étrange, teintés d'angoisse, films sur la folie pure, sur un monstre de la mythologie juive, ou un autre dans lequel la mort elle-même tient le rôle central. L'esthétique générale, expressive et symboliste, se détourne de la réalité pour toucher au rêve ou au cauchemar. Les décors extérieurs sont tortueux, les intérieurs escarpés. Robert Wiene, par exemple, dans Caligari ou Genuine, use de décors peints aux lignes brisées. Les perspectives sont enchevêtrées, créant un univers déviant, malade, à l'image des personnages qui le peuplent. La filiation avec la peinture expressionniste est ainsi plus qu'évidente et on peut également noter l'influence de Georges Méliès dans le travail de cette génération de cinéastes. Si la féerie des décors du réalisateur français devient ici plus trouble, on y retrouve aussi une prolongation de son travail sur les effets spéciaux, entre incrustations et surimpressions multiples. Tous ces réalisateurs, se rassemblant sur une vision du cinéma liée à l'imaginaire, vont alors poser les bases esthétiques, narratives, thématiques du cinéma fantastique tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Le Golem anticipe l'imagerie de Frankenstein. Le cabinet du docteur Caligari contient en germe tout le cinéma de Tim Burton. Et Nosferatu, évidemment, pose les jalons d'un genre, le film de vampire. Comme ses confrères, Friedrich Murnau travaille ses cadres comme des tableaux et explore l'expressivité de l'ombre et de la lumière. Il joue sur des effets comme les accélérés, les images négatives ou même le stop motion pour montrer le fantastique. Mais cela ne concerne qu'une petite part du film. Le réalisateur prend en fait le parti d'une forme plus naturaliste, avec notamment une multitude de décors réels en extérieur. Dans le jeu entre surnaturel et réalisme se trouve alors la force toujours éclatante du film qui construit une figure unique de Dracula, quasi monstrueuse, loin de la figure de dandy qui dominera dans les adaptations suivantes. Mais la modernité de Nosferatu se trouve surtout dans son utilisation du montage, ayant en cela un temps d'avance sur les autres films expressionnistes.
Ne se laissant pas enfermer dans une adaptation littérale et littéraire, la dimension fantastique du film ne se construit pas uniquement sur des éléments présents dans les plans, mais aussi par leur agencement. Un simple chant contre chant faisant comprendre au spectateur la connexion entre le vampire et le personnage d'Hélène. Et, dans une des scènes qui suit, la réflexion sur le montage est encore plus poussée. L'emprise subie par Hélène est racontée par un enchaînement de plans plus métaphorique que narratif. Murnau construit ainsi le surnaturel, fait ressentir le trouble de son héroïne et touche à l'évocation poétique par des biais formels propres au cinéma. Le cinéma expressionniste se construit ainsi sur des influences évidentes tout en travaillant à l'émergence d'un langage purement cinématographique. Et cette volonté d'indépendance du 7e art va se radicaliser tout au long des années 20. En URSS, Sergei Eisenstein et ses collègues s'écartent de l'idée de montage narratif avec une esthétique du choc visant à développer un discours politique. En France, on vise moins le politique que le poétique. La caméra n'est plus là pour simplement capter un événement, elle doit désormais en capturer la sensation et la faire ressentir directement au spectateur. L'art du cinéma n'est-il pas l'art de la beauté visuelle, dans la combinaison du mouvement et de la lumière, avance Germaine Dulac. Le cinéma, c'est la musique de la lumière, affirme Abel Gance. Pour les avant-gardes, le cinéma se rapproche ainsi plus de la musique que du théâtre, de la peinture ou de la littérature. Du film grand public au court-métrage plus expérimental, l'envie d'un cinéma radicalement innovant, captant le réel brut tout autant que des émotions plus abstraites, s'empare de tous. Mouvement et rythme deviennent alors les notions centrales pour toute une génération de cinéastes. Mouvement et rythme qui s'obtiennent grâce à l'action se déroulant dans le cadre, comme depuis les vues des Frères Lumière, mais aussi désormais par un montage poussé dans ses retranchements musicaux et par l'utilisation des mouvements de caméra. Cette dernière n'est plus là uniquement pour enregistrer une action en restant en retrait. Elle devient plus autonome. Ce ne sont plus seulement les événements qui viennent dans le cadre, mais le cadre qui peut aller chercher directement événements et personnages. La caméra plonge dans l'action, cherchant à en faire ressentir toutes les conséquences. Elle ne s'efface pas, elle joue un rôle actif dans la mise en scène. Ses déplacements deviennent un nouveau moyen d'expression à disposition des cinéastes. Et le montage retravaille les péripéties pour en proposer non pas une simple captation, mais pour en saisir tous les effets psychologiques, physiques, sensitifs. Plus que l'action en elle-même, c'est son impact sur les personnages et le public qui importe. À côté du montage frénétique à l'œuvre dans La Roue d'Abel Gance, celui d'un film plus récent comme Cliffhanger par exemple, malgré ses gros plans et ses ralentis, paraît bien plus académique. En tant que spectateur du XXIe siècle, biberonné au classicisme, la richesse formelle du cinéma des années 20 pourrait presque nous paraître tape à l'œil. Car, de nos jours, les réalisateurs au style haut en couleur sont souvent taxés de formalistes. Et l'exubérance visuelle se retrouve maintenant généralement cantonnée au film expérimental, de genre ou au clip. Sam Raimi, par exemple, est un héritier direct de ce cinéma des années 20
se rapprochant autant de Friedrich Murnau que de Jean Epstein. L'idée semble bien ancrée aujourd'hui, autant chez le public que chez les artistes. Une mise en image ample, formaliste, s'adapte mieux à un récit fantaisiste qu'à un drame social. Mais ce raccourci n'a pas vraiment cours dans les années 20, car quel que soit le genre, les outils cinématographiques restent les mêmes. La surimpression racontant par exemple autant le trouble intérieur d'un personnage que l'apparition d'un démon surnaturel. Du Bonheur des Dames de Julien Duvivier à La Foule de King Vidor, du Dernier des Hommes de Murnau à Finisterae de Jean Epstein, en passant par Les Ailes de William Wellman, les drames des années 20 poussent loin l'ambition visuelle. Ils embrassent toutes les possibilités du 7e art. Avec toujours le même objectif, incarner à l'écran une émotion, une ambiance, une sensation, comme l'ébriété d'un personnage. L'arrivée du cinéma parlant en 1928 est un tournant. L'image n'est plus seule pour construire le sens d'un film, le son, les dialogues, les bruitages entrent dans le jeu créatif. S'ouvre ainsi l'ère du classicisme, soit un cinéma dans lequel la forme se fait plus discrète. Non pas neutre ou anonyme, mais plus invisible dans sa façon de tirer les ficelles d'un récit. L'ambition visuelle ne régresse pas forcément, tout dépend en fait du talent et de la volonté des cinéastes, de la manière dont ils vont s'emparer de ce nouvel outil qu'est le son pour l'articuler avec l'image. Here we go. Quiet. Béquille narrative facile pour certains, nouveau territoire créatif à explorer pour d'autres. Le distinguo est évident quand on met en parallèle le Dracula réalisé par Todd Browning en 1931 et le Vampire de Carl Theodor Dreyer datant lui de 1933. Deux films de vampires aux antipodes l'un de l'autre. Pour cette production universelle, Todd Browning adapte en fait la pièce de Broadway tirée de Bram Stoker. Une nuance qui en dit long sur l'ambition du film. Mis à part le premier quart d'heure en Transylvanie qui installe une belle atmosphère, le film tombe dans la léthargie une fois les personnages revenus à Londres, se contentant d'enchaîner les longues scènes dialoguées. Et quand la lutte entre deux personnages est d'une force picturale folle dans Nosferatu, elle devient terriblement banale dans Dracula. Même si Bela Lugosi crée une figure mythique du 7e art, tout semble ici figé, le film n'arrivant jamais à véritablement dépasser son origine théâtrale. Vampire est d'une toute autre envergure. Le film est produit par un riche mécène, le baron Nicolas de Günzburg, qui s'octroie le premier rôle sous le pseudo de Julian West. En retour, Carl Theodor Dreyer a semble-t-il carte blanche dans ses choix artistiques. Il va donc pousser son film à la limite de l'expérimental en s'écartant des conventions du genre. Contrairement à Friedrich Murnau et Todd Browning, il n'adapte pas Bram Stoker, mais des nouvelles de Sheridan Le Fanu, un auteur irlandais qu'il remanie largement. On se retrouve donc face à un film de vampire sans véritable figure vampirique charismatique. Les monstres ont un visage humain, et le héros n'a de héros que le nom. Sans véritable personnalité, il n'agit pas vraiment, n'est qu'un personnage relais, un simple moyen pour le spectateur de se plonger dans un univers singulier. Se plaçant dans la lignée des expérimentations des cinéastes des années 20, Dreyer s'intéresse aux à-côté du récit, à l'ambiance plutôt qu'au suspense. Et dès les premiers plans, on comprend que le film sera plus symboliste que narratif. Le réalisateur a conscience de l'évolution du cinéma et il va profiter de toutes ces innovations. Vampire est ainsi hybride entre muet et parlant. Le film travaille énormément la bande-son, mais comporte également encore des intertitres. Pour simplifier son travail, Dreyer choisit d'enregistrer les dialogues en post-synchronisation. Sur le tournage, il n'a dès lors pas de contraintes techniques liées au son et peut donc tourner en décor réel, mais aussi exécuter tous les mouvements qu'il souhaite.
La caméra s'accroche alors au déplacement des personnages, mais s'en affranchit également pour, dans de longs plans, explorer cet univers déconcertant. Dans ces moments, plus que le héros, c'est donc la caméra qui devient le référent du spectateur et donc le personnage principal du film. La modernité est totale. Et on plonge ainsi aux confins du surnaturel, plus proche de l'étrange que de l'horreur, dans un monde où les ombres dansent sur les murs, où le flou diffus de l'image emporte les dernières bribes de réalité. On retrouve dans la composition des cadres et les jeux d'ombre le travail expressionniste de Nosferatu. Mais l'angoisse n'est pas incarnée dans un personnage maléfique, elle s'infuse plutôt dans l'ambiance générale d'un univers dans lequel le héros peut quitter son enveloppe corporelle pour ensuite se découvrir dans un cercueil. La logique semble n'avoir plus cours, on navigue entre rêve et cauchemar, et Vampire prolonge alors autant l'œuvre de Friedrich Murnau que celle des surréalistes ou des avant-gardes, faisant ainsi une synthèse d'une grande partie des innovations du cinéma des années 20. Nosferatu usait des outils du cinéma pour traduire fidèlement à l'écran un roman. Vampire se passe de cette base classique pour développer un univers proprement cinématographique dans lequel l'atmosphère l'emporte sur le récit. On voit là toute l'évolution du cinéma. En 30 ans d'existence, il a ainsi réussi à prendre son indépendance, à se détacher de la littérature, de la peinture ou du théâtre, pour se rapprocher du rêve. Children of the night, what a mess they make. I am Count... Dracula.